Bonjour à vous, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors, je vais essayer de bien m'asseoir. Aujourd'hui, une vidéo subtile, plus compliquée que ce qu'on peut croire, malgré le format et le style simple pour l'appréhender. Pourquoi on ne pourra pas faire revivre les dinosaures à l'âge de l'humanité? Alors, il y a la question scientifique. On peut s'arrêter sur la question scientifique, mais en fait, elle est très plate, en fait, cette question scientifique. C'est le fait de dire que la composition de l'atmosphère fait qu'il y a eu un gigantisme des formes archaïques. Hein, on avait à l'époque des dinosaures géants et des insectes démesurés. Hein, et des libellules de 1 mètre de long, des scorpions énormes, et des araignées beaucoup plus grandes. Mais ça tient à la composition effectivement de l'atmosphère. Et donc les forêts étaient plus archaïques, mais aussi plus démesurées. Il y avait un gigantisme des formes vivantes à cette époque. Et la composition effectivement de l'atmosphère fait que, au fur et à mesure, plus quelques cataclysmes, que les choses ont évolué et ont été réduites. Hein, il y avait probablement des serpents de 20 mètres de long, des crocodiles de plus de 10 mètres de long, et tout a été réduit pour les lézards probablement du triple au double. Hein, il y a encore des crocodiles extrêmement grands, mais on n'a plus les tailles qu'on peut trouver dans les fouilles archéologiques. Pour le monde des lézards a évolué. Alors pour certains, comme les sauriens, certains lézards ont survécu, si vous voulez, mais leur taille a été réduite. La plupart des lézards de l'ère des dinosaures, alors des différentes ères des dinosaures, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, ont changé, se transformant volatilement. Donc ils ont été réduits et ils sont élevés dans les airs. Alors, il peut y avoir différentes raisons. Des mammifères qui mangent leurs œufs, une météorite qui... Il peut y avoir une combinaison de plusieurs choses, si vous voulez. Alors ça, c'est l'aspect technique, scientifique. Et malheureusement, si on s'arrête à ça, on ne perçoit pas une dimension qui est plus subtile. C'est que tout ce qui vit sur Terre, hein, c'est-à-dire la Terre est une pouponnière, a un cycle de différentes formes de vie et leur processus évolutif. Hein, on peut, pour simplifier les choses, les gens ne sont pas obligés de croire à ça, mais ça permet de bien comprendre un peu le système. Chaque forme de vie est régie par un cycle de réincarnation, plus ou moins rapide selon le niveau d'évolution. Et ces cycles permettent en réalité de bonifier, d'évoluer. Bon, ça prend du temps, hein. On peut voir les millions d'années de l'ère des dinosaures n'ont pas apporté a priori hein, d'évolution notable même s'il faut se garder de faire des conclusions hâtives. L'évolution prend du temps, mais elle est probablement là, si vous voulez, pour ces formes de vie. Donc, chaque forme de vie se réincarne et suit un cycle d'évolution qui peut être lente, hein, qui peut prendre du temps. Et puis, à bout d'un moment, la Terre pouponnière, plus effectivement le mécanisme universel, parce que une météorite, ça vient de l'espace, donc après, il faut être logique. Il n'y a pas que le système, effectivement, il y a le Soleil, il y a la Lune, donc il y a tout un système de cohérence de ces cycles d'évolution. Et donc, à un moment donné, quand c'est bloqué, il y a probablement un cataclysme qui est mis en place pour avancer un changement et pousser les formes de vie à évoluer. On n'est pas découplé là de ce que je dis complètement du côté scientifique, parce qu'un jour, probablement, on découvrira que ce que je dis là, ou ce que d'autres ont dit, est totalement vérifiable scientifiquement. Même si aujourd'hui, les scientifiques sont bloqués par leur matérialisme obtus, si vous voulez. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. En réalité, si on va plus loin, on se dit, le rapport émancipatif, la psyché humaine,
est-elle compatible avec des insectes démesurés qui sont des formes archaïques? On se rend compte en réalité que pour l'arrivée de l'évolution de type humain, il a fallu remettre les choses à une juste proportion. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas avoir en même temps une composition de l'atmosphère propice au gigantisme des formes archaïques et une forme évoluée qui arrive dans les mêmes choses. Et donc, c'est coordonné, si vous voulez, au processus évolutif, une transformation pour mettre à l'échelle normale des formes de vie archaïques par rapport au principe d'évolution que l'humanité représente. Il n'y a pas eu qu'une transformation, on va dire, de type qu'on peut analyser scientifiquement, on peut le faire, effectivement. Il y a eu un changement de dimension pour que le rapport évolutif que la forme humaine représente soit en contact avec des formes de vie archaïques qui soient mises, si vous voulez, à leur juste place. Et donc les insectes ont fortement diminué, la composition de l'atmosphère a changé, les insectes ont donc diminué, et puis les lézards géants ont disparu, ont été réduits pour ceux qui ont survécu et qui ont gardé le même profil morphologique, et pour les autres, ils ont été diminués, ils se sont transformés en genre d'oiseaux, si vous voulez, et donc réduits également. Mais il n'y a pas que le côté scientifique et la transformation, il faut comprendre que le cycle d'évolution de l'humanité a induit une mise à échelle proportionnelle des formes archaïques. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'adéquation. Et oui, il n'y a pas de logique, si vous voulez, entre un humain évolué et un insecte démesuré. Ou alors il aurait fallu, dans ce cas, des humains très peu évolués et très archaïques, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à un moment donné, les paresseux géants peut-être existaient encore à l'homme de Néandertal. Mais on voit bien que ces formes de vie ont disparu, et je parle entre guillemets, hein, parce que c'est pas l'homme évolué, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fainéant, hein, attention. Mais on voit bien que le gigantisme des paresseux des ères du Néandertal ont disparu avec l'homme de Néandertal, et que c'est substitué une forme évoluée de l'humain plus abouti, si vous voulez. Et donc, il y a eu parce qu'il n'y a pas eu que l'ère des dinosaures, il y a eu un gigantisme aussi des formes de la nature un peu plus subtiles, paléocène, ce genre de choses, avec des élans géants, des rhinocéros laineux. Bon, on ne va pas parler de l'ère glaciaire et puis de ce que ça induit, si vous voulez, mais il y a des formes de vie qui ont disparu progressivement. Alors, l'homme a fait un travail de massacre, peut-être, de certaines formes de vie. Il y a aussi certaines formes de vie géantes qui ont disparu parce que c'était pas en adéquation avec l'évolution de l'humain, si vous voulez. Alors, la question à 1 milliard de dollars, pourquoi alors donc l'humain embarqué dans le culte de la science veut se borner à refaire revivre les dinosaures? Regardez le film Jurassic Park et toutes les références aux États-Unis, notamment, hein, à l'époque des dinosaures. Et c'est là que j'en viens, moi, ma thèse, selon laquelle l'homme se diminue dans le culte de la science jusqu'à opérer finalement une volonté régressive qui change les proportions et les dimensions des formes de vie respectives. Et ça voudrait dire qu'il y a une chute, si vous voulez, qui essaie de remettre dans des tailles disproportionnées des formes archaïques. Ce qui veut dire qu'il y a un gros paradoxe dans l'évolution humaine, sous le culte de la science, c'est qu'il y a probablement, de manière subtile, une régression dans l'entêtement, si vous voulez, à se confondre dans la version matérialiste de la science plutôt que de la dimension spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, après, effectivement, on voit bien que les mouvements chrétiens s'effondrent et qu'il y a un retour à une complaisance juivisée du type marchand du temple, Barbas. Et effectivement, il y a le couplage très culte de la science anglo-saxonne avec le côté juxtionniste de type Spielberg, qui suit cette régression dans le culte de la science et fait l'apologie effectivement du gigantisme, de l'imagination exaltative de cette mouvance décadente qui replace dans des proportions farfelues des insectes et ce genre de choses. D'ailleurs,
dans le darwinisme et la symbolique animale, ou l'imagination exaltative de ces courants, bien souvent judéo-protestants, mais pas seulement, hein, c'est tous les groupes humains sont comme ça, dans cette dérive et cette folie imaginative, il y a effectivement toujours, dans les films d'épouvante et ce genre de choses, des abominations, du gigantisme de formes très archaïques. Et c'est la symbolique d'une psyché en déshérence qui se réduit dans le culte de la science et s'entête à s'enfoncer dans le mauvais sens. Et c'est pour ça que, alors que normalement on aurait dû aller vers une évolution où les insectes auraient été de plus en plus petits et l'homme probablement de plus en plus grand par rapport à ça, eh bien on opère quelque chose de paradoxal avec une volonté de faire revivre ou de remettre à des tailles gigantesques des choses qui devraient rester à taille réduite et être de plus en plus petits en réalité. C'est bizarre hein, de parler comme ça et d'aborder ce genre de choses, mais enfin, je crois que ça peut être intéressant aussi d'aborder ces thèmes. Et si vous voulez, c'est prendre un peu de la hauteur sur les airs, se poser des questions sur le principe d'évolution, sur le paradoxe du monde contemporain, sur la réalité des différentes formes de vie, la compréhension effectivement des cycles de vie, d'un mécanisme, pas uniquement terrestre, mais il y a bien un soleil sans lequel la vie n'est pas possible. Il y a des composés, mais qui viennent de l'espace, si vous voulez, au départ, et qui, selon effectivement leur juxtaposition, permettent la vie, si vous voulez. Après, il y a aussi le cycle des menstrues d'une partie du principe féminin. La Lune agit là-dessus, donc il faut prendre progressivement, probablement conscience d'un mécanisme qui accompagne le processus évolutif au travers de différentes réincarnations. À mon avis, la réincarnation est un processus qu'on peut de moins en moins nier, si vous voulez. Ça explique pourquoi les gens sont différents, que tout le monde n'en est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même niveau de vie, tout le monde n'a pas le même processus karmique. Ça explique que pourquoi des fois il y a des choses qui se passent et qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe. Des fois il y a un vestige karmique qui se produit, bon ou mauvais. Ça explique aussi pourquoi il faut s'atteler à avoir une vie vertueuse plutôt que d'accumuler les péchés, si vous voulez, comme si on allait échapper aux conséquences de ces mauvais actes dans une vie ou dans une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça permet aussi de prendre conscience du respect des autres cycles de vie et de comprendre pourquoi des bouleversements sont opérés depuis l'extérieur. On parle par exemple le cas d'une météorite pour amorcer des évolutions quand les choses sont bloquées. Et ça explique pourquoi effectivement on est passé d'air où des formes très archaïques étaient démesurément grandes à une miniaturisation de ces formes archaïques pour mettre en adéquation le principe évolutif de l'homme qui, au milieu de l'absolu, n'est pas grand-chose, hein, lui-même. Il faut aussi avoir une juste mesure des choses.